L'engagement de la jeune fille, femme de demain, est-elle à la hauteur du combat pour la promotion et la défense des droits des femmes en République démocratique du Congo? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Pacifique Mupemba, étudiante à l'UPN et fondatrice de la structure dénommée Mukaji. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de Covid-19, c'est le thème international de la Journée internationale de droits des femmes qui sera célébrée tout au long du mois de mars. Madame, Messieurs, bienvenue à vous et nous commençons une série d'émissions donc consacrées à la lutte ou au combat des droits des femmes ici en République démocratique du Congo. Et on va aujourd'hui parler d'un sous-thème qui va parler de l'engagement de la jeune fille. Femme de demain ou d'aujourd'hui d'ailleurs, est-elle à la hauteur du combat pour la promotion et la défense des droits de femmes ici en République démocratique du Congo? Merci de nous retrouver dans le cadre de ces débats au féminin qui reçoit une femme, une jeune fille, déjà femme d'aujourd'hui. Elle s'appelle Pacifique Mupemba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Élisée, merci beaucoup. Alors vous n'avez que 21 ans, elle n'a que 21 ans, je peux me permettre de donner son âge, déjà elle n'a que 21 ans, elle est en G3, donc troisième graduat faculté de lettres à l'Université pédagogique nationale, donc UPN, mais elle est déjà donc à 21 ans, elle est déjà fondatrice d'une structure dénommée Mukaji, entendez par là, femme. Oui. Parlez-nous un peu de votre structure. Alors, Mukaji est une structure qui fait la promotion des droits des femmes sur toutes ses formes. Nous investissons également sur la jeune fille d'aujourd'hui, femme de demain. Et c'est aussi une structure qui conscientise la jeune fille sur des valeurs positives qu'elle doit avoir dans la société. Donc, aider la jeune fille à prendre conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle doit donner dans la société. Et hormis cela, c'est aussi une structure qui sensibilise la jeune fille sur l'hygiène, sur sa santé, donc des différentes choses qui vont de pair pour qu'elle se sente en pleine forme tous les jours. Mais hormis cela, nous faisons aussi la promotion des droits des femmes et aussi nous luttons contre les antivaleurs auxquelles sont exposées la jeune fille dans son quotidien et entre autres les violences par exemple auxquelles sont exposées généralement les femmes sous ces cieux en tout cas. Comment une jeune fille, femme déjà si je peux me permettre, comment vous arrivez vous, en principe on doit investir en vous, mais vous faites pour les autres. Oui. Comment ça se fait dans la pratique? Bon, en quelque sorte, c'est un peu trop posé de ma part, mais j'ai eu la grâce de reconnaître que j'ai beaucoup à donner aux autres. Déjà, dès mon jeune âge, je sens que j'ai quelque chose à donner dans ce monde et que ce monde attend quelque chose venant de moi. Et en sentant, c'est là, je ne me suis pas limitée à rester chez moi à la maison, quoi que ce soit. Je me suis dit de sortir quand même de ma petite bulle et d'influencer positivement ces mondes qui a besoin de ma participation. Donc c'est parti de là, je me suis découvert devant plusieurs obstacles, devant plusieurs difficultés de la vie et par la grâce de Dieu, je me suis en sortie et c'est par là que j'ai senti que j'avais quelque chose à donner moi aussi. Est-ce qu'on ne vous a pas dit que c'était peut-être assez trop prétentieux pour une jeune fille de votre âge de se lancer dans de telles structures? C'est un discours que j'entends presque chaque jour. Mais puisque je sais ce que je veux, je ne me laisse pas faire. Donc, mais comment vous faites, écoutez, parlez, moi je passe à autre chose, ou je poursuis mon chemin. Comment vous êtes en train de le vivre au quotidien quand il y a des gens qui vous rappellent constamment que vous êtes encore jeune et que vous n'avez peut-être pas de leçons à donner aux autres? Il faut qu'on se le dise. Deux fois, je me sens abattue parce que j'ai comme l'impression que je n'ai pas trop de chance dans la vie. Mais après, puisque je viens de le dire, puisque je sais ce que je veux et que je sens fortement en moi que j'ai quelque chose à donner, je résume, c'est là peut-être, laissons parler les gens parce que toutes ces personnes qui ont évolué dans la vie, qui ont donné plusieurs choses dans la vie et que le monde parle d'eux, ont commencé par là et ils se sont fait critiquer quelque part. Donc, il n'y a personne qui a eu un cadeau de la vie. Écoute, tiens, tu deviens président de la République aujourd'hui et le lendemain. Non, donc, ça a commencé par un travail et j'ai résolu de fermer simplement mes oreilles, de ne pas entendre et de faire ce que je veux. Alors, fermer les oreilles, faire ce que vous semblez être juste pour la jeune fille, oui. Pour la femme que vous êtes également ou que vous le deviendrez. Et essentiellement,
Mais pourquoi mettre en place une structure? Il y avait moyen de militer pour la cause de la femme en intégrant les structures déjà existantes. Oui. Ben, pour être sincère, en voyant d'autres structures, je dirais pas qu'ils font pas grand-chose ou quoi que ce soit. Ah, ils font carrément la même chose, hein, avec vous? Pas nécessairement. Chaque structure a sa touche particulière. Et j'ai déjà vu des structures pour les droits des femmes, quoi que ce soit. Mais d'un côté, moi, je me suis dit qu'on ne touchait pas à la cible. Donc, le bas de la chose. D'où viennent ces problèmes de la société? Pourquoi aujourd'hui, on a des femmes qui n'arrivent pas à s'assumer? Je pense que ça a commencé dès les bas âges. Donc, les enfants, les filles, par exemple, n'ont pas eu le temps de recevoir des leçons ou encore avoir certaines connaissances dès les bas âges pour le permettre d'affronter le monde. Alors c'est par là moi je me suis dit, mais puisque j'en vois pas, pourquoi pas créer une structure qui va s'occuper simplement de la jeune fille, c'est-à-dire investir dans la jeune fille pour qu'on s'assure que prochainement, dans l'avenir, ce sera une femme compétente et sur qui on peut compter. Donc la défense ou le combat pour la défense et la promotion des droits des femmes passe par la connaissance et des leçons, l'éducation de la jeune fille, et c'est vraiment une partie un pan de ce combat qu'on a tendance souvent, les femmes des différentes structures ont tendance à négliger, selon vous. Oui, selon moi, c'est ça. Et pourtant, il y a également une journée internationale, je crois, de la jeune fille. On voit quand même des structures qui vont là. Vous pensez que sur le terrain, ça se ressent pas Ben, je dirais que moi, si j'avais ressenti cela de mon très jeune âge, peut-être que je n'aurais pas vécu certaines situations auxquelles j'ai fait face. Comme quoi, par exemple, si c'est pas être indiscrète? C'est pour la petite histoire, je suis une fille qui a été victime de discriminations. Pourquoi? À l'école. Donc, la société ne m'a pas donné des chances pour me découvrir, pour donner ce que moi j'avais. Pourquoi victime de discrimination? Pourquoi? Parce que... Mon professeur à l'époque pensait que je n'avais pas les moyens suffisants pour étudier avec les autres collègues de ma classe. Alors, non seulement j'étais victime de discrimination, j'étais aussi victime de violences psychologiques parce que ça a joué sur ma psychologie et j'avais du mal à faire face au monde. Donc, j'ai eu beaucoup de réalités et je pense qu'il y a un vide dans ce sens-là. Parce que si ces structures-là existaient, peut-être à l'époque, je ne serais pas passée par toutes ces situations-là. Parce qu'il m'a fallu du temps pour m'assumer tel que je le suis maintenant. Et c'est parmi des raisons pour lesquelles je me bats pour cette raison. Et c'est un fait aujourd'hui que quand on parle des violences faites à la femme, on se limite surtout soit aux violences conjugales, oui, soit aux violences sexuelles. Et cette partie de la discrimination, le sexisme, c'est pas un pan qu'on exploite. Ça passe vraiment sous silence. Mais c'est justement ça, Madame Élisée. C'est le plus grand problème, au fait. On a comme l'impression que lorsqu'on parle de violence, il n'y a que les violences conjugales ou des violences sexuelles ou quoi que ce soit. Mais non, il y a plusieurs formes de violences auxquelles sont exposées les jeunes filles tout le jour. Et d'après ma petite expérience, je pense que tout le jour, au moins 9 filles sur 10 sont victimes de violences psychologiques, des fois même à la maison, ce sont les parents, des fois à l'école, c'est un professeur, des fois dans la rue, ce sont les passagers. Donc les filles sont tout le temps exposées à des violences et malheureusement, elles ne savent même pas que là, je suis face à une sorte de violence et que je suis en train de subir une certaine violence qui joue sur ma psychologie. Donc, vu qu'on ne sait pas que je suis face à une sorte de violence ou je suis victime d'une violence, je ne sais même pas revendiquer. Je trouve normal qu'un homme me dise que je ne suis pas belle et que je n'ai rien à donner. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas que c'est une sorte de violence et qu'il ne devrait pas me le dire. Oui. Je trouve normal qu'un professeur me dise que, écoute, toi, tu n'es pas intelligente, toi, mais toi... Et plus jamais, je ne veux pas te voir lever ton doigt parce que tu ne dis que des bêtises. Mais je viens à l'école pour apprendre. Est-ce que c'est bien pour un enseignant de dire ça à une élève, par exemple? Pourquoi après, cet élève-là n'aura pas le courage d'élever encore son doigt ou d'apprendre
calmement, dans l'aisance possible ou mériter d'un confort possible venant de son enseignant. Du coup, je me résigne à mon triste sort et je me mets quelque part. Je n'essaye pas d'affronter les mondes, je n'ai rien à donner et mon enseignant me l'a dit. C'est à cause de ça qu'il y a même de ces filles qui ne préfèrent pas aller à l'université parce que dès l'école primaire, elle a bénéficié de ces insultes-là. Donc, vous avez quand même réussi à dépasser ce stade-là parce que vous avez relevé le challenge. Aujourd'hui, vous êtes à l'université, vous êtes chef de promotion d'ailleurs. Oui. Chef de promotion, donc vous avez dû braver tout cela quand même. Mais quand les gens viennent dans votre structure, vous retrouvez cela? Comment ça se passe dans votre structure? Elles arrivent, ces jeunes filles, elles vous exposent. Vous avez une cellule psychologique ou psychiatrique, si je peux dire, pour traiter, soigner sur tous ces genres de violences? Nous travaillons en collaboration avec des médecins, des psychologues, des personnes expérimentées dans ce sens-là. Et quand une fille vient auprès de nous pour nous parler, par exemple, d'un cas de violence, par exemple, je sais, il y a un membre de ma structure qui a été victime de violence. Elle a été forcée par son beau-frère. Vous voyez, donc cette fille-là, quand elle... Forcée à faire des rapports sexuels non, par son beau-frère. Voilà, par son beau-frère. Et la fille ne savait pas comment s'y prendre parce qu'à la maison, elle se disait, ma sœur ne va pas accepter cela. Peut-être qu'elle va se dire, c'est moi qui suis allée provoquer son homme. Et tout ça, la famille, ils ne vont pas accepter cela. Ça, c'est briser la famille et tout. Elle n'arrivait pas à dénoncer cela. Et quand elle a entendu parler de la structure, elle est venue me voir, bien qu'elle avait honte. Mais elle a quand même essayé de me relater cette histoire-là. Et des cas comme ça, nous les orientons vers un psychologue parce qu'il faut quand même un travail, parce qu'on sous-entend que cette personne-là a été victime de violences psychologiques et on est quelquefois traumatisé. Alors après un long moment d'échange avec des spécialistes, vous sentirez que cette personne-là a maintenant le courage d'en parler et même de pouvoir aviser certaines autres filles. Donc, vous voyez que quand vous organisez une activité, elle se porte garant pour dire que non, cette fois-ci, c'est moi qui tiens cette activité-là. Je pense que je veux dire quelque chose. Et elle témoigne, elle en parle. Elle témoigne à haute voix et tout. C'est là même la beauté de la chose. Donc, quand une victime arrive à porter son témoignage à haute voix et les autres arrivent à comprendre que oui, ce sont des cas qui existent et qu'il faut faire attention. Il y a ce côté-là où les victimes, vous prenez en charge les victimes, mais il y a de l'autre côté où il y a la société. Pour le cas de cette jeune fille, il y a certes elle qui peut parler maintenant, mais le regard au niveau de la famille, au niveau de la société, qu'est-ce que vous faites pour essayer de faire changer les choses? Je pense que l'idée, c'est quand même d'en parler d'abord. D'essayer de sensibiliser aussi la société parce que le problème ne se limite pas seulement au fait que vous venez dénoncer. C'est d'abord le plus grand problème, c'est que beaucoup de filles n'aiment pas dénoncer parce qu'on a peur du regard de la société, parce que on se dit que je serai rejetée de la société. Non, ce qui n'est pas faux, hein. Ouais. On en connaît, celles qu'on voit dans les rues, c'est souvent le cas. Oui, malheureusement, c'est le cas. C'est pourquoi nous tenons à sensibiliser d'abord la société sur des situations qui peuvent arriver et que c'est pas seulement c'est pas seulement de la faute de la jeune fille que cela est arrivé, mais la société a aussi une part de responsabilité. Donc vous devez de soutenir cette personne-là parce que en ce moment-là, cette personne-là n'est pas non seulement victime des violences sexuelles ou de l'harcèlement, mais aussi des violences psychologiques. Et en ce moment, on a besoin de soutien. On a vraiment besoin de soutien. Malheureusement, la société ne se présente pas au moment où on veut. Hein. La société est là pour jeter des pierres, pour dire que, écoute, tu n'es pas une bonne fille, tu as fait ceci, tu as fait... En réalité, on a besoin de vous, que vous vous approchez de nous et que vous nous donnez plus de chance, pour qu'on arrive à s'en sortir. On a plusieurs structures, je le disais, avec beaucoup de femmes qui essayent de gérer plusieurs structures ici. Et est-ce que vous arrivez à vous intégrer au milieu de ces grandes dames qui tiennent de grandes structures, ou parce que vous êtes jeune fille, vous vous sentez aussi discriminée par d'autres femmes qui pourtant mènent les mêmes combats que vous? Exactement. Pour être sincère, je dirais que c'est mon plus grand souci.
j'ai du mal à me faire accepter. Donc, parce que à cause de l'âge quand même. Ouais, c'est une forme de discrimination aussi. Donc, des fois, quand tu vas vers une dame, vous avez besoin de cette dame-là parce que vous avez vu son combat. Au fait, c'est carrément un repère pour vous. Et vous voulez qu'elle vous fasse de la place. Peut-être vous avez besoin de son expérience aussi, mais on ne vous considère pas tel que vous voulez. Donc, peut-être même vous n'avez pas droit à son numéro. Peut-être parce que vous avez une très grande opinion de vous-même. C'est souvent ce qu'on reproche aux jeunes filles ambitieuses comme vous. On se dit, mais elles croient déjà être arrivées alors qu'elles ont encore beaucoup à apprendre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté-là égaux? Je pense que si j'avais ces côtés-là égaux, comme vous venez de le dire, je ne serais pas allée vers ces dames-là quand même. Donc, l'effet de quitter ma zone de confort pour aller vers ces dames-là, ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre. Et je reconnais que j'ai quelque chose à apprendre. Sauf que toutes les portes ne s'ouvrent pas trop facilement. Trop facilement. Et qu'est-ce qu'elles vous disent dans la plupart de temps quand vous tu ne sais pas dans quoi tu veux te lancer. Ça ne m'intéresse pas carrément. Ou on ne te répond pas au téléphone. Ou tu peux faire des messages, autant de messages possibles, on ne te répond pas et puis à la fin tu es bloqué sur les réseaux sociaux. Je me dis que c'est pas tout aussi, parce qu'il y en a qui vous accordent quand même de la chance aussi, mais la majorité, c'est pas le cas. Vous êtes jeune fille, étudiante. Comment vous arrivez à dispatcher votre emploi du temps? Là, certains diront, vous dit, qui trop embrasse Malitra. Vous êtes, étudiante. Peut-être il aurait mieux fallu pour vous de vous concentrer d'abord sur vos études et après vous lancer dans la fondation. Comment ça se passe pour vous dans la pratique? Pour être sincère, au début, j'ai eu un sérieux problème dans ce sens-là. D'abord, comment dispatcher les temps entre la structure Mukaji, entre mon rôle de chef de promotion à l'université, entre mes études aussi, parce qu'il fallait exceller. Les parents t'envoient à l'université, tu dois apporter un diplôme satisfaisant quand même. Alors, au début, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais à la longue, j'ai su m'adapter, c'est-à-dire j'ai su dispatcher mon temps dans le sens où je sais que, par exemple, lundi ou mardi, je suis à l'université et je bosse pour l'université. Et mercredi, c'est ma journée, c'est dédié pour la structure. J'essaie d'organiser tout ce qu'il faut. Jeudi, c'est autre responsabilité aussi. Donc tout est dans la planification et dans l'organisation. J'ai tout planifié en tout cas. Et avec l'aide du Seigneur, ça va. Alors, planification, organisation, mais il y a également financement. Ça fait 2 ans que la structure existe, vous êtes encore étudiant, oui. vous travaillez ou pas, sinon on risque d'ajouter cela encore à l'une des activités que vous faites. Oui. Vous faites comment pour financer les activités de votre structure? On en parlera d'ailleurs. J'évolue seule. Et je me bats toute seule. Alors là, c'est encore une autre pire, mais là, c'est encore étonnant. Jeune fille, oui. Vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas mariée, et puis vous évoluez seule. Comment? Je ne dirais pas que je ne travaille pas. Je travaille, c'est aussi une autre casquette de moi. Donc, je ne me limite pas à être femme leader d'une structure. Je suis non seulement étudiante, je suis aussi une femme travailleur, je travaille. Donc, j'évolue dans un secteur privé et c'est comme ça que j'arrive à financer toutes mes activités. Donc, pour l'instant, le financement est fait par vous-même? Il n'y a pas de partenaire? Non, pas encore de partenaire. Est-ce que vous êtes allé vers ce partenaire? Il n'en manque pas quand même par rapport au combat que vous êtes en train de mener? J'y vais. Ou certains diront que vous prenez très mal, peut-être ou... Dire que je n'y suis jamais allée, ce serait dire des faussetés, parce que j'y vais. Et il y en a qui ne t'ouvrent pas la porte, mais il y en a qui te disent peut-être d'attendre. On juge la structure comme étant une petite structure qui n'est pas encore arrivée au niveau des structures auxquelles ils veulent. Comment je peux dire, c'est lié au fait. Donc, je me dis, il faut quand même travailler parce que c'est pas le fait qu'on me ferme une porte qui va m'arrêter et je ne pourrai pas réaliser mes rêves ou je ne pourrai pas sensibiliser la jeune fille, je ne pourrai pas arriver à mener mon combat comme il faut. Donc, j'ai fait avec ce que j'ai et à la longue, je crois fortement qu'il y aura des portes qui vont s'ouvrir quand même. Tout à l'heure, vous avez parlé de femme leader que vous êtes. On parlera de leadership féminin, mais on revient sur la structure. Alors,
Quand on parle de sensibilisation, mobilisation et ça, forcément communication, qu'est-ce que vous faites sur le plan pratique justement pour sensibiliser ces femmes? Comment ça se passe sur le terrain? Nous organisons des descentes sur terrain d'abord, dans des milieux publics où nous sensibilisons les jeunes filles avec un message d'arriver à s'assumer, de se prendre en charge et qu'il y a plusieurs sortes de violences et d'arriver à dénoncer. Donc nous organisons des descentes sur terrain, d'abord dans des marchés. Ça, c'est pour des mamans. Récemment, nous venons d'avoir une activité dans des marchés. C'était aussi dans le cadre des luttes contre la COVID-19 où nous avons distribué des gels hydroalcooliques, des masques? De masques pour des mamans, des femmes commerçantes. Mais hormis cela, nous descendons aussi dans des écoles pour sensibiliser la jeune fille. Donc, nous demandons aux instituteurs de nous accorder le temps d'échanger avec les filles, question de les apprendre certaines choses. Non seulement sur les violences, mais aussi sur l'hygiène. Par exemple, l'hygiène menstruelle aussi. Nous avons eu des activités dans ce sens-là où nous descendons dans des écoles, prendre une tranche d'âge, leur parler afin de les préparer. Déjà à la menstruation, comment ça arrive, comment il faut s'y prendre, tout ça, ça va de pair. Parce que une fille qui n'a pas plus de connaissances sur les menstruations ne vivra pas cela comme une période de fertilité ou une période de fierté, par exemple. On voit ça comme un fardeau. Et quand, déjà, psychologiquement, c'est comme un fardeau, on ne sait pas s'assumer, on ne sait pas aller au travail parce que j'ai mes menstrues, je ne sais pas faire ceci parce que j'ai mes menstrues, je ne peux pas préparer parce que j'ai mes menstrues. Non, on essaye déjà de les adapter, de les préparer, à l'âge de 10 ans ou 11 ans, 12 ans, tu pourras avoir tes menstrues. Pendant cette période-là, tu dois te comporter de telle manière afin de ne pas avoir des soucis de santé, quoi que ce soit. Et hormis cela aussi, nous allons aussi dans des orphelinats parce que nous estimons que toutes ces filles qui vivent là-bas n'ont pas eu la chance d'avoir des familles, n'ont pas eu plus d'informations que ceux qui ont vécu dans des familles ou quoi que ce soit. Alors nous allons là-bas pour le sensibiliser aussi. Donc, c'est un peu ça. Il faut dire, surtout par rapport à la menstruation, des jeunes filles, très peu en parlent à leurs enfants. Ça fait partie des sujets tabous. Ouais, et souvent, on associe la menstruation à la grossesse. Dès que l'enfant va, on dit, mais ça y est, c'est une grossesse à venir. Mais et très peu de parents, il faut qu'on se le dise, parlent quasiment pas de la menstruation, de comment est-ce que ça doit être vécu par la jeune fille. C'est plus un moment de peur pour la plupart des parents. Est-ce que vous avez des quartiers cibles? Ou c'est comme ça, pêle-mêle, vous vous réveillez, vous dites, ou est-ce que vous avez des quartiers de communes cibles que vous déployez, dans lesquels vous déployez vos activités? Au début, nous nous sommes dit que ce sont des personnes qui vivent dans des endroits reculés, qui sont plus exposées à ces genres de réalités. Mais à la longue, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas seulement ces personnes-là qui sont exposées à ces genres de réalités. C'est parti d'un sondage que nous avons réalisé en ligne. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y en a même qui vivent dans des quartiers aisés, mais qui n'ont pas plus d'informations, surtout sur la menstruation, par exemple. Donc, je sais que je serai pendant mes périodes et que je verrai des écoulements. Et puis après, je serai perturbée pendant 3 ou 4 jours. Et puis après, ça s'arrête là. Donc, c'est parti de ces sondages-là que nous nous sommes rendus compte qu'il ne fallait pas seulement sensibiliser des personnes dans des endroits reculés, qu'il fallait le faire partout. Il y en a elles ont des téléphones, on peut se dire que sur Internet, je peux tout avoir, mais elles n'ont pas le courage d'aller faire des recherches dans ce sens-là. Alors, nous nous sommes dit d'attaquer aussi sur les réseaux sociaux, publier des informations tous les jours qui vont dans ce sens-là, afin de donner l'information possible et aussi de lutter contre la désinformation. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de Covid-19. Vous avez tout à l'heure dit, donc c'est officiel, on n'a même pas besoin de vous poser la question, vous êtes une femme leader. Oui. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Pour moi, d'abord, être une femme leader, c'est avoir une certaine influence sur un groupe de gens ou sur une personne. Alors, je pense que j'ai cette influence-là, parce que je gère un groupe des femmes merveilleuses qui ont beaucoup de compétences. Et si j'ai pu avoir une certaine influence sur ces femmes-là, ça veut dire que je suis une femme leader.
Donc, Donc, carrément, vous avez une femme leader. oui, Et vous oui. marchez sur les traces de quelle autre femme leader? Vous avez certainement des repères, elles sont nombreuses, ou il y a une en particulier sur qui vous voulez marcher sur les Bon, traces? elles sont vraiment nombreuses. Elles sont vraiment nombreuses. Mais je me souviens d'une femme, Madame Nancy Odia. Ok. Ok, c'est vraiment cette femme-là qui a influencé mon enfance. J'ai rêvé d'elle, au fait. Ok. Donc, moi, je voyais, je dois tout faire comme cette dame-là. Tout, c'est parti d'elle. Mais hormis elle, il y a beaucoup de femmes qui m'influencent. Madame Marie-Josée Foucault. Bon, il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Je ne dirais pas que elle se limite là à deux, mais il y en a beaucoup pour ne citer Et que ces quand une deux-là. femme vous influence comme ça, qu'est-ce que vous faites? Après, ça s'arrête au niveau de l'admiration, ou vous cherchez à creuser un peu plus sur elle et à savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour devenir cette référence? Ben, je cherche à creuser dans le sens, dans le cas de Madame Nancy Odia, j'ai creusé dans sa vie, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et c'est grâce à cela que je suis étudiante en sciences de l'information et de la communication. Donc, elle m'a donné le goût de faire la communication, de me donner un style à moi-même. Il y a beaucoup de choses. Donc, j'écrase dans ta vie et je prends ce qui est positif. Je m'adapte. Est-ce que vous pensez que le leadership féminin en RDC est visible, est palpable, où on est encore au niveau où on se cherche? C'est vrai, vous pouvez passer à la radio comme Top Congo et dire je suis leader, mais peut-être qu'on dit mais le leadership féminin, on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le vit pas. Voilà, ça va être une question quand même difficile, mais pour répondre, je dirais que nous sommes à un stade où on essaye de s'imposer carrément. Donc, si vous ne vous faites pas une place, en tout cas, on ne va pas vous sentir. Donc, on ne peut pas nous sentir tant qu'on ne se fait pas une place. Donc, nous sommes à un level où nous devons creuser de nous-mêmes. Parce que la société congolaise ne nous donne pas de chance, hein, s'il faut se le dire. Donc, au lieu de valoriser peut-être les jeunes femmes qui sortent de l'anonymat ou des jeunes femmes qui se sentent capables de gérer ou qui ont quelque chose à donner, au lieu de ressortir ces femmes-là, on préfère garder les mêmes visages, les mêmes femmes, parce qu'on sait qu'à telle période de la vie, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a réussi à gérer une grande entreprise, par exemple, ou quoi que ce soit, mais on ne donne pas de la chance à des jeunes filles. Pourtant, moi, je pense qu'il y a des femmes, des jeunes dames qui ont beaucoup à donner. Et si vous essayez de le mettre quelque part, vous allez sentir que, en tout cas, c'est une étoile qui a été cachée quelque part. Dernièrement, je recevais une dame qui était également chef de promotion, présidente des étudiants. Là, je parle de Madame Masumbuko Solange, je crois que c'était à l'UPC. L'UPEN oui. Également, là où vous êtes. Oui. Et du coup, elle est devenue également politique. Elle était dans le milieu associatif. Puis maintenant, là, elle est députée nationale. Vous êtes sur le même chemin, la même lignée. Un jour, vous pensez embrasser la politique? Faut dire que j'ai vu cette question venir. Alors, si Dieu me faisait grâce, pourquoi pas? Est-ce que vous en rêvez? Parce que, bon, voilà, vous n'avez pas attendu longtemps pour vous lancer avec votre fondation. Pourquoi vous donnez de temps peut-être pour vous lancer en politique ou vous servirez de la fondation pour vous lancer en politique après? Me servir de la fondation, non. Mais je pense qu'à un moment donné, peut-être je pourrais me lancer dans la politique. Mais ce n'est pas encore une priorité pour vous? Non, ce n'est pas encore une priorité. Donc la priorité, ça reste dans le combat, dans le combat pour la protection. Oui. On parle de ça, on saura peut-être que ça va aller vite parce qu'on parle de renouvellement même de la classe politique actuellement ici en République démocratique du Congo. Oui. Et il ne s'agit pas que des jeunes hommes, mais on attend aussi plus de la jeune fille. Oui. Et plus, certains pensent que plus on s'y prend tard, plus on a moins de chance aussi. Vous êtes de cet avis? Oui, oui. C'est lorsqu'on a la chance de travailler sur sa personne un peu plus tôt, c'est là qu'on arrive à évoluer aussi très facilement. Mais lorsqu'on avance un peu plus, quand on n'arrive pas à prendre conscience un peu tôt,
c'est là que se pose le problème, en fait. Il y a des femmes qui se disent, je suis femme, j'ai des compétences, je mérite un poste, je mérite ceci, cela. Mais en réalité, vous ne le méritez pas. Et pourquoi on dit que vous ne le méritez pas? C'est parce qu'on n'a pas senti qui vous êtes exactement. Donc, ne demandons pas à ce qu'on aille creuser pour nous retrouver. Il faut se démarquer simplement. Sortir de quelque part, que les gens arrivent à découvrir qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est en ce moment-là que vous pouvez se faire une place. Donc, la femme doit sortir aussi de sa zone de confort. Parce que c'est ça, on aime bien rester là, dire il faut qu'ils viennent nous chercher, alors que c'est nous qui devons également... Oui, je pense que j'étais choquée par une réponse. C'était votre tweet. Vous avez dit que les femmes ont tendance à tout le temps s'excuser quand il s'agit de... La politique d'excuses, oui. Voilà. Et j'ai vu une réponse sur votre tweet qui disait... C'est parce que vous ne les appelez pas. Donc, je ne sais pas. La personne a répondu en disant, je ne sais pas où tu invites, mais moi, vous ne m'appelez pas. Donc, on a comme l'impression que... Bon, c'est pas une impression. On pense que je dois rester où je suis parce que je suis arrivée à tel niveau et c'est à elle de venir vers moi. Pourtant, moi, je pense que non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand je sens que j'ai quelque chose à donner, j'aime bien le dire comme ça, quand je sais que j'ai quelque chose à donner, je dois aller vers cette personne-là parce que c'est moi qui ai besoin d'elle. Et je donne ce que j'ai à donner, ça s'arrête là. Prochainement, si vous avez besoin de moi, vous n'hésiterez pas à venir parce que je crois que vous aussi, vous voyez les choses telles que moi je l'ai vu. Donc je viens vers vous, j'ai fait ma part de choses, j'ai rempli ma tâche dans ce monde, je donne ce que moi j'ai à donner et puis après on avance. Alors, et c'est exactement ce que vous avez fait, donc vous nous avez contacté et on vous a tout de suite reçu comme quoi Top Congo est là pour toutes les femmes et comme je l'ai toujours dit, on n'a pas attendu le mois de mars pour donner la parole à cette femme. Alors, parlons de la politique d'excuses, c'est ça, parce que vous avez parlé de ce tweet qui a fait vraiment parler de lui. Il y a des femmes qui ont dit, écoutez, on nous appelle, il y a toujours une excuse là, soit il y a les enfants, soit il y a le travail, soit déjà rendez-vous. C'est pratiquement des excuses qu'on voit très rarement quand il s'agit des hommes. On se dit, mais comment les hommes arrivent à mieux s'en sortir, par exemple, pour répondre à telle ou telle invitation en lieu et place des femmes. Est-ce que les femmes se servent justement de ces excuses-là pour justement ne pas révéler leur faiblesse? Elles ont peur d'être mises à découvert, mises à nu? Certaines femmes, oui, malheureusement. Et certaines femmes, non. Il y a ces femmes qui sont là, vraiment, elles assument. Mais ce qui est déplorable, ce sont ces femmes-là qui avancent toutes ces raisons-là. Les enfants, je dois passer chercher les enfants à l'école. Écoutez, madame, vous m'invitez, mais vous savez que je suis d'abord une femme ménagère. Donc, ce qui veut dire que je dois d'abord assumer mes tâches à la maison et puis après, je pourrai venir à vous. Moi, je pense qu'il faut arriver à faire la part de choses. Si vous vous engagez pour une lutte quelconque, vous devez être capable d'assumer et de disposer votre temps pour cette lutte-là aussi. Donc, n'est pas seulement à avancer des raisons dans le sens où je travaille, ou par exemple, je suis encore étudiante, ou par exemple, mes enfants, mon mari à la maison, ou quoi que ce soit. Non, il faut, quand je dis que je suis femme leader, je dois d'abord les mériter. Donc, c'est par rapport à quoi qu'on dit que Pacifique est une femme leader. C'est parce que Pacifique arrive à prôner l'excellence. C'est parce qu'elle n'exige pas seulement quelque chose venant d'eux autres. Donc, je ne suis pas là à dire que je veux que les filles de la structure ou les femmes de la structure s'habillent de telle façon pendant que moi-même, je ne m'habille pas comme ça. Non. Moi-même, je dois d'abord être à mesure de m'habiller tel que je demande et les autres pourront simplement suivre l'exemple. Vous voyez que c'est plus facile lorsqu'on est nous-mêmes dans ça. Et on arrive facilement à transmettre notre vision de choses. Donc, au lieu d'avancer des excuses dans le sens où j'ai pas le temps ou quoi que ce soit, il faut d'abord harmoniser le ton et aussi savoir s'adapter. C'est ainsi qu'on pourra avoir une place dans la société. Autre problème avec la femme, mais vous travaillez également dans ce domaine, c'est l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, on a reçu beaucoup de témoignages et la plupart des femmes qui refusent ou qui s'abstiennent ou qui hésitent de venir à la télé, c'est souvent ils avancent, ils n'ont pas d'argent, même si on n'en demande pas. Mais ils disent c'est beaucoup d'argent. C'est l'autonomisation de la femme. Oui. Elle a beau avoir... occupé peut-être le commerce informel, beau travailler, mais la femme n'est toujours pas autonome. Vous travaillez également sur ce point-là pour déjà commencer à rendre la jeune fille autonome. Comment ça se passe?
Nous commençons d'abord par initier la jeune fille dans l'autonomisation. Nous organisons de formations pour aider la jeune fille à se prendre en charge. Donc, c'est-à-dire, nous ne limitons pas seulement à sensibiliser la jeune fille sur d'autres pans de la vie, ou les violences ou quoi que ce soit, pour ne pas seulement victimiser la femme, mais nous aidons aussi la femme à donner le meilleur d'elle-même. C'est-à-dire, si vous savez, par exemple, coudre, si vous savez tresser le cheveu, nous vous aidons grâce à des formations afin que vous arriviez à vous prendre en charge. Perfectionnez déjà ce que vous savez. Ou si vous pensez que vous voulez étudier, nous vous orientons par exemple dans des structures qui peuvent financer vos études et c'est ainsi que vous pourrez avancer. Récemment, nous venons d'avoir une activité dans le sens où nous avons orienté des filles, des nouvelles diplômées dans des structures qui octroyaient des bourses d'études. Donc, elles ont eu la chance de faire un test. Et si vous réussissez à ces tests-là, vous avez droit à une bourse d'études. Donc, je pense que nous évoluons dans ce sens-là parce que si vous étudiez aussi, vous avez plus de chances de réussir dans la vie. Et c'est pas seulement étudier comment, mais c'est étudier dans des bonnes conditions parce que quand on n'est pas stressé sur des frais académiques ou quoi que ce soit, je sous-entends qu'on a toutes les conditions possibles pour réussir dans la vie et dans ses études aussi. Donc, nous organisons de formations et qui permet aux femmes de s'intégrer aussi très facilement. On va peut-être très bientôt terminer avec cette émission. Quand on vous voit, jeune fille, 21 ans, étudiante, on nous dit, mais pourquoi elle pense autonomisation? Pourquoi elle pense protection de droits de la femme? On lui place de penser mariage, carrément. Ça vous met en difficulté, vous savez ça? Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent, tu sais, toi, tu te marieras difficilement. Je ne vois pas quel homme voudra de toi tant que tu penses autonomisation ou quoi que ce soit. Tu deviendras têtu ou quoi que ce soit. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'abord de se prendre en charge, d'étudier, de valoriser aussi son quotient intellectuel, parce qu'on a aussi de chance en tant que être humain, femme en tant qu'être humain, nous avons plus de chances de réussir dans la vie. Je ne dis pas plus de chances que les hommes, mais dans le sens où nous devons voir l'égalité entre hommes et femmes, il faut d'abord étudier, prôner l'excellence avant de demander un poste quelque part ou quoi que ce soit. Donc, le mariage, ça peut venir, mais c'est comme un accessoire de la vie aussi. Donc, tout comme je peux me marier, tout comme je dois travailler. Donc, moi, à mon niveau, je vois le mariage comme les études. Si je dois étudier, je dois me marier, je dois aussi travailler. C'est pas comme si c'était un besoin, c'était une priorité. D'abord le mariage, les études. Ouais, à 21 ans, forcément, on dit ça, mais bon, quand vous allez atteindre un certain âge, je crois que le discours va changer. On sait, à 21 ans, on peut peut-être se permettre de le dire, mais est-ce que quand on atteint 40, 35 ans, 45 ans, dans notre société actuelle, je ne sais pas si vous recevez de cas comme ça dans votre structure, ou des cas de discrimination, d'harcèlement dans ce cas-là, est-ce qu'on peut se permettre de minimiser le mariage? J'ai déjà vu des femmes à 30, 40 ans qui minimisent le mariage. Et pour elles, c'est son job, elles travaillent et elles se sentent épanouies, elles se sentent heureuses comme ça. Mais je ne dirais pas non plus qu'il y en a pas qui s'inquiètent pour ça, mais je ne sais pas pour les autres. Mais tout ce que moi je dis, c'est que l'important, c'est d'abord de travailler sur sa personne. Les mariages, pour moi, c'est un accessoire et je souhaiterais que les autres aussi le voient comme ça. Pacifique Mupemba, fondatrice de la structure Mukaji, c'est-à-dire femme. Merci, on va peut-être terminer avec cette question ou deux dernières questions sur l'égalité justement hommes et femmes ici en République démocratique du Congo. Ça se trouve dans la Constitution, toujours pas mise en application. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'après vous? Je pense qu'il revient de des côtés, en tout cas, de travailler sur ça, c'est-à-dire le côté de la femme. La femme doit se valoriser, doit mettre son quotient intellectuel en valeur pour qu'on pense à elle. Mais dans la politique, quoi que ce soit, dans le social ou dans la vie, quoi que ce soit, je dirais que c'est important de penser à la femme en tout cas. De penser que ce ne soit pas seulement une loi qui a été votée ou quoi que ce soit, mais de chercher à les mettre en exercice. C'est-à-dire de penser tout le temps aux femmes quand il le faut.
Quand il le faut, peut-être dans le prochain gouvernement, on nous parle de 44 membres, il faudrait qu'il y ait 22 femmes au gouvernement. Exactement. C'est possible, on va en trouver des 22 femmes? On peut en retrouver? Puisque je crois en la femme, je dirais oui, on va en trouver. Merci. C'est juste simplement parce qu'on ne creuse pas. À mon niveau, je pense que c'est parce qu'on ne creuse pas. Mais si on creusait, on peut en trouver. Ou si elle se laissait découvrir. Ou si elle se laissait découvrir, en tout cas. Ouais. Donc, on va voir ce qu'il en sera dans le prochain gouvernement. On attend impatiemment parce qu'on a vu quand même les femmes monter au créneau pour demander à ce que la parité soit de mise ici en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, on remercie les auditeurs et les téléspectateurs. Comme je vous ai dit au début de l'émission, nous commençons une série d'autres émissions consacrées quand même sur la femme, sur le combat, la protection des droits de femmes ici en République démocratique du Congo, le tout sur fond de ce mois de mars dédié au mois de la femme et dont la célébration de la journée de la femme aura pour thème, je le répète, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de Covid-19. On se dit au revoir, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Débat au féminin. À très bientôt. L'engagement de la jeune fille, femme de demain, est-elle à la hauteur du combat pour la promotion et la défense des droits des femmes en République démocratique du Congo? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Pacifique Mupemba, étudiante à l'UPN et fondatrice de la structure dénommée Mukaji. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM.